pour laquelle nous vous attendons également demain matin. Donc je suis Hélène Machinal, professeure à l'Université de Bretagne occidentale, et j'ai le grand plaisir et le privilège de vous présenter ce matin Marc Cerizuelo, qui est à la fois littéraire et philosophe de formation, qui enseigne à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, où il est professeur, et qui a publié, entre autres, dans ses publications les plus récentes, un ouvrage intitulé « Fondu enchaîné, 7 poétiques du cinéma » en 2012, un numéro de la revue Critique intitulé « Ciné-littérature » en 2013, et puis, tout dernièrement également, un ouvrage intitulé « Oh Brothers » sur la piste des frères Cohen en 2013 aussi. Et donc ce matin, Marc nous propose une conférence inaugurale sur la série Lost, dont le titre est le suivant: L'amour perdu dans le temps, Lost, la fleur et les fictions d'Eurydice. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je déclare la séance ouverte. Je suis très content d'être parmi vous, mais j'espère ne pas trop vous décevoir parce que en ce qui me concerne, je ne suis pas un véritable spécialiste de la série Lost. Hein, donc vous êtes les spécialistes et moi j'ai pris le wagon en marche en regardant la série en un seul été il y a quelques années, et ça a eu des conséquences assez considérables sur mon psychisme, et c'est pour ça que je suis très fier de participer à ces journées, mais encore une fois, hein, je précise, je ne suis pas un sérilogue, je ne suis pas un spécialiste de Lost, et justement ma conférence est inaugurale en ce sens que j'aimerais pouvoir rattacher Lost à un aspect beaucoup plus général de l'histoire des formes filmiques et télévisuelles. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin, en essayant quand même de rattacher mon propos à la série et à l'épisode en question, mais encore une fois, beaucoup plus que de la part d'un amateur, peut-être éclairé, mais un amateur qui parle aux joueurs de Ligue 1, hein, donc que ce soit bien clair. Il n'empêche que les 3 dernières saisons de la série restent, à mon sens, ce qui s'est fait de mieux en termes de création de mondes fictionnels au XXIe siècle. Je reviendrai pas topiquement sur les questions d'écriture en tant que telle, mais sur la question de ce qu'on pourrait appeler la gestion des temps de la fiction. La seconde moitié de la série donne réellement le vertige dès qu'on passe des flashbacks révélateurs au flash-forward, puis au voyage dans le temps et enfin au monde alternatif. En fait, c'est tout l'édifice de la création romanesque qui est bouleversé. Mais bon, encore une fois, hein, quand j'ai lu le livre de Sarah Hatchwell ou quand j'ai pu assister à une conférence remarquable de Paco Mtielman, justement sur les passages au flash-forward, donc là, je pense que le travail a, d'une certaine manière, déjà été fait et très bien fait. Donc, sans perdre la série de vue et l'épisode en question, je vous propose à mon tour un voyage dont le but, simple dans son intention, mais riche, sinon complexe dans ses modalités, est d'inscrire Lost dans une certaine histoire des formes. Cette histoire des formes, c'est celle que je pratique. Cette approche, je vais proposer, en ce qui me concerne, de l'appeler une sorte de poétique historique du cinéma et justement de la narration filmique et audiovisuelle. Et le travail sur Lost, je l'inscris en ce qui me concerne dans en fait, c'est un ouvrage que je prépare, que j'ai intitulé Drôle de genre. Et c'est une manière de rassembler
des créations paradoxales dans l'histoire, notamment du cinéma, mais il y a également donc des séries qui interviennent. Et ces drôles de genre, pour moi, il y en a 4 que j'ai identifiés et qui me permettent de rassembler des films autour donc d'une perspective générique, mais une perspective générique que j'espère un peu moins attendue, un peu plus originale. Et là, Lost intervient dans 2 de ces genres, puisque l'intérêt pour moi de cette approche, c'est que les frontières entre ces genres qui en fait n'existent que parce qu'un interprète décide effectivement de leur existence. Il y a une sorte de fiction des genres par l'analyste, et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Celui qui a peut-être fait cela en premier pour le cinéma, c'est un philosophe assez connu, notamment par ses travaux sur le cinéma, c'est Stanley Cavell. Quand il a rattaché 7 films, et non pas 50, 100 ou 200, et qu'il a travaillé sur la comédie hollywoodienne du remariage, livre, je crois, assez célèbre, à la recherche du bonheur, Pursuit of Happiness en anglais au départ. Ce qu'il a fait ensuite pour le mélodrame de la femme inconnue, voilà. Moi, j'avais essayé de travailler sur un certain type de film consacré au cinéma lui-même dans le cadre hollywoodien. C'était des films que j'avais rassemblés dans l'ouvrage qui s'appelle Hollywood à l'écran, et dans le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner, Fondus enchaînés, je préparais un peu le terrain pour ce volume 2 des Fondus enchaînés, où là les fondus sont vraiment enchaînés. Non seulement les films ensemble forment un genre, mais chacun des genres communique avec 1, 2 ou les 3 autres genres. Voilà ce que je fais. Donc les genres dont on ne va pas parler aujourd'hui, puisque Lost n'a qu'une relation très très éloignée. Le premier, c'est celui que j'ai proposé d'appeler les permanents du fantasme, autour des daydreamers, notamment dans la comédie américaine, des gens qui fantasment, du type Tom Ewell dans 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Mais il y a beaucoup d'autres films autour, effectivement, de cette fantasmatique, à la fois cinématographique, mais aussi littéraire. Donc j'avais publié certains des résultats dans le numéro de critique ciné-littérature, sur cette idée, effectivement, des gens qui vivent leur vie à l'intérieur du cinéma, sur le modèle de Walter Mitty, en fait. Vous voyez, et là, déjà, on commence à se rapprocher insensiblement de l'inspiration romanesque qui va être celle des grands scénaristes à la fois hollywoodien, mais aussi de séries. Quand dans l'ouvrage de James Thurber, donc La vie secrète de Walter Mitty, qui est vraiment la quintessence du daydreamer et la manière dont il a été adapté une première fois en 1947 avec Danny Kaye dans le rôle titre, puis avec le film de Ben Stiller plus récemment, on peut fédérer effectivement un certain nombre de films autour de cette notion du fantasme. Et cette notion du fantasme, on risque de la retrouver dans d'autres genres. Donc je fais très vite puisque c'est pas le propos. Donc il y a un certain nombre de films depuis par exemple, en 1948, Unfaithfully Yours de Preston Sturges, où il y a le triple fantasme de Rex Harrison, chef d'orchestre, qui imagine comment s'en sortir de son infidélité supposée, de l'infidélité supposée de sa tendre et belle épouse interprétée par Linda Darnell, soit en la massacrant sur de la musique de Rossini, soit en se suicidant sur Tchaïkovski, soit en pardonnant sur une musique de Wagner. Et donc là, on a réellement donc différents modes à chaque fois qui sont empruntés en fait au flashback. Les fantasmes appartiennent effectivement à une série de projections. Là on se rapproche très très dangereusement de ce qui fait la matière de l'écriture de l'essentiel de la série, c'est-à-dire que un flashback ressemble à s'y méprendre au présent quand on le regarde. Il a fallu simplement une convention pour nous dire voilà, nous sommes dans le passé. Cette convention, elle est assez lente à l'époque du cinéma traditionnel, du cinéma classique. Elle
back, mais elle est pas flash du tout, hein, c'est-à-dire que le regard se perd dans le dans le lointain, la voix qui va faire le lien continue, le fond, on a un fondu enchaîné et finalement, hein, donc je dis que sa bouche était comme un fruit mûr sur la plage il y a 5 ans et au bout de 20 secondes, on a effectivement cette belle bouche sur la plage. Donc c'est back, mais c'est pas flash. Et on voit très très bien que les différents fantasmes, par exemple dans le film de Sturges de 48, sont construits exactement comme des flashbacks. Il y a une parenté très nette dans l'écriture dans le cinéma très classique entre flashback et fantasme. Donc la porosité de ce genre avec Lost, elle est surtout formelle, en fait, liée donc justement dans l'utilisation des flashbacks. Flash forward, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a un autre genre plus classique. C'est le seul qui existe avant les rassemblements que j'opère, mais j'ai préféré l'expurger complètement. C'est ce que j'appelle les filles de Jane, autour de Jane Eyre, et donc les histoires de second women, de seconde épouse, de type Rebecca, Suspicion, Dragon Week, enfin, toutes les female gothic films. Et donc là, c'est un genre qui a déjà été identifié. Il y avait un petit article très bien fait de Serge Chauvin sur ces questions-là, par exemple. Il y a des livres également qui existent dans le contexte anglo-américain, mais jamais en travaillant également sur la figure du mari dérangé, qui est particulièrement intéressante ici, que ce soit Vincent Price drogué dans Dragon Week, que ce soit chez Fritz Lang le mari dans Le secret derrière la porte. Encore une fois, donc toute cette tradition qui a fait des petits, qui est reprise à la fois dans les années 60 et bien au-delà, ça me semble être dans cette puissance du romanesque, ces drôles de genre. En fait, s'il fallait lui donner un vecteur d'identification aux différents genres et donc aux différents films, c'est quand même c'est le grand romanesque cinématographique qui se met en branle. D'où la connexion, encore une fois, avec Lost. Mais ça, ce sont les deux genres, malgré tout, les plus éloignés. Ceux qui m'intéressent véritablement, et où là, donc, la relation sera plus directe avec Lost, le premier, c'est celui que j'intitule les fictions psychopompes. C'est-à-dire les films qui font communiquer les morts et les vivants, avec le plus souvent des anges gardiens ou des messagers célestes. Et là encore, on retrouve à l'origine plutôt que l'origine, je dirais que le grand moment d'intensification de ce genre, un peu comme le moment d'intensification des métafilms, c'était le début des années 50, où coup sur coup on a eu Singing in the Rain, The Bad and the Beautiful, A Star is Born de Cukor. Donc on a eu, au début des années 50, ça s'est focalisé autour de cette série. Il y a une très belle série à la fin de la guerre, comme par hasard, quite a coincidence, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où donc justement la question du trépas, de la mort, de la disparition massive, mais aussi donc toujours proche pour chaque vivant, comme par hasard, donc on a eu It's a Wonderful Life de Capra, mais aussi A Matter of Life and Death de Powell et Pressburger. Et un certain nombre de films moins connus qui là méritent effectivement d'y être rattachés. Je signale un film qui lui fait vraiment le lien avec, sinon le présent, en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. C'est un film de 1940 en fait, donc il est réellement au début de cette décennie, alors que les États-Unis n'étaient pas encore en guerre. C'est le film de Alexander Hall qui s'appelle Le défunt récalcitrant. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, je vous le recommande en anglais, Here Comes Mr. Jordan, et qui est en fait le modèle de Canton Leap pour les amateurs des séries, Code Quantum, et où vous savez dans Code Quantum
le personnage principal, donc à cause d'une expérience évidemment toujours un peu atomique, se retrouve à devoir voyager dans le temps en prenant l'enveloppe charnelle de quelqu'un d'autre à chaque fois. Donc le succès de la série, c'est qu'il y avait effectivement des moments historiques très intéressants, type la mort de Kennedy, mais beaucoup d'autres choses. Donc on joue sur une période historique assez vaste avec un time traveler. Mais ce n'est pas le voyage dans le temps qui est important. Elle est importante dans la série, mais elle n'est pas importante dans la fiction, qui est plutôt une fiction en fait psychopompe, puisque le personnage principal du premier film, c'était une pièce de théâtre qui avait eu beaucoup de succès. Donc Here Comes Mr. Jordan. Mr. Jordan est interprété par Claude Rains. C'est le sorte de secrétaire général du paradis et qui s'occupe des va-et-vient, donc des âmes. Et bien sûr, un peu comme dans le film de Powell et Pressburger, Matter of Life and Death, un messager céleste a été pris en défaut. Et là, cette fois-ci, alors que dans le film anglais de Powell et Pressburger, on avait laissé passer quelqu'un qui aurait dû mourir et qui vivait encore, le personnage de David Niven. Là, c'est le contraire. Le personnage de Robert Montgomery est quelqu'un qui meurt trop tôt. Et comme il meurt trop tôt, Mr. Jordan, qui règle les problèmes, a décidé finalement, la seule solution, c'est qu'il choisisse une enveloppe charnelle, corporelle, différente de la sienne, née avec ce film la convention intéressante cinématographiquement, du fait que nous voyons à l'écran effectivement l'acteur que nous avons vu depuis le début, mais tous les autres dans la diégèse, dans la fiction, voient effectivement l'autre enveloppe charnelle. C'est clair. Et ça, ce sont des questions qui là aussi vont être réutilisées. Là, vous pouvez penser à Lost, effectivement, qui est qui, et souvent effectivement on s'y laisse prendre. Eh bien, c'est avec ce film que ces questions ont commencé. En dehors de Quantum Leap, il y a vraiment donc une sorte de prolifération. Et ce film d'ailleurs avait fait l'objet en 1978 d'un remake de Warren Beatty qui reprend le titre original de la pièce Heaven Can Wait. Et Heaven Can Wait n'a rien à voir avec le film de Lubitsch, autre fiction psychopompe qui s'appelle Heaven Can Wait. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et Lost est plus compliqué que ce que je viens de raconter. Hein. Et voilà. Donc ça c'est le genre sur lequel j'ai peut-être le plus travaillé. Il est héritier de la fantasmagorie. J'avais publié un texte dans le colloque sur la projection qui était publié aux presses universitaires de Rennes, et autour de ces fictions fantasmagoriques qui reprennent donc la fantasmagorie de Robertson, et le fait que là on est dans une histoire encore plus longue en fait que celle qui va du cinéma aux séries, mais qui commence effectivement avec le tout début des arts de la projection animée depuis la Lanterne magique, mais notamment avec la fantasmagorie, puisque la fantasmagorie, je vous le rappelle, et il y a une dimension fantasmagorique incontestable dans Lost. La fantasmagorie, c'est le fait, étymologiquement d'abord, de faire parler les fantômes. Et les projections de Robertson avaient effectivement cette dimension terrifiante, et on retrouvait des tableaux parfois bien heureux, mais parfois aussi tout à fait terrifiants. Et Orphée et Eurydice était l'une des plaques qui a été conservée d'ailleurs des fantasmagories de Robertson. Orphée, donc 1950, le film de Jean Cocteau, est certainement le film qui résume un petit peu la phase classique du genre, je dirais, celle des années 1940, et où il y a l'articulation entre justement les deux genres dont je suis en train de parler, celui-ci et le suivant, les fictions d'Eurydice, on va dire, pour aller vite, et cette idée de l'amour perdu dans le temps. Et La Fleur, l'épisode 5-8 de Lost, est très précisément le film qui nous permet de comprendre toute cette dimension, parce que donc
vous en parlerez mieux que moi. J'ai pas forcément envie de perdre trop de temps avec le résumé, d'autant que vous avez vu l'épisode. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est de relier donc non seulement cet épisode, mais toute une série d'histoires romanesques et amoureuses qui composent le feuilleton, la série, avec donc ce quatrième genre des fictions d'Eurydice. L'idée, là, c'est de partir des voyages dans le temps. Et les voyages dans le temps sont certainement un des points de basculement, je dirais pas le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas un des points de basculement radicaux dans la série. On est à ce moment-là, on vient d'avoir une série absolument prodigieuse de voyages dans le temps. Et les flashs dont sont victimes le groupe resté sur l'île, révolutionnent déjà en termes d'histoire des formes filmiques. On n'a jamais montré, je crois, les voyages dans le temps de cette manière-là, c'est-à-dire avec justement, donc ces grands flashs, et ces grands flashs immaîtrisés, non désirés, subis, avec parfois des conséquences particulièrement funestes, notamment, je pense évidemment à la, comment s'appelle-t-elle, l'amie de Faraday? Charlotte, évidemment. Et cet aspect des choses me pousse à, donc je voudrais vous dire quels sont les films qui pour moi sont importants dans ce cadre-là. Tout cela, à mon sens, faudrait en discuter parce que je sais pas si j'ai pas envie de balancer ces idées et de voir si ça. Mais à mon sens, cela vient de Vertigo. C'est le point essentiel de l'articulation de ces fictions de l'amour perdu dans le temps. Donc, je vais pas revenir jusqu'à l'Odyssée, mais enfin, il me semble qu'en tout cas, dans la forme moderne, on pourrait parler de Bruges la morte, qui est certainement de Rodenbach, qui est certainement l'inspiration de Boileau-Narcejac et donc d'Hitchcock pour Vertigo. On peut prendre à chaque fois des références picturales ou littéraires, mais encore une fois, c'est pas le problème d'épuiser tout ici. C'est pas ce qui m'intéresse de faire le singe savant et d'épuiser effectivement les références. Mais disons que depuis Vertigo, on a cette idée, si on oublie la machination, si on se concentre sur ce qu'il y a dans la cervelle de Scotty, qu'il soit manipulé ou non, et finalement peu probant. L'important, c'est de comprendre qu'il y a, et c'est là qu'on retrouve le fantasme. Donc c'est là que les genres sont poreux. Vous voyez que ce sont de véritables fondus enchaînés. C'est la suite de cette poétique-là que je propose. L'idée qu'a Scotty de vouloir retrouver Madeleine dans Judy, et donc de retrouver ce qu'il a perdu, Lost. Et cette perte est quelque chose qui finalement aimante le romanesque cinématographique et celui des séries dans ce qu'elles ont de meilleur. Et alors, on peut voir par exemple que le schéma, si je dis que le genre partirait de Vertigo, on le retrouve immédiatement 5 ans après dans La Jetée de Chris Marker, avec des citations nominales de La Jetée. On le retrouve avec beaucoup de... On retrouve La Jetée, bien évidemment, dans 12 Monkeys, Terry Gilliam. Là, vous voyez, là, le genre se met en place. Cette histoire-là qui me semble intéressante à fouiller. Et on le retrouve également dans des bifurcations du genre. Ces bifurcations qui me semblent particulièrement intéressantes, quand tout n'est pas écrit historiquement avec un remake ou une déclinaison quelconque en droite ligne, verticale, si vous voulez. Mais quand il commence à y avoir une arborescence. En 1968, il y a un film qui me semble très important, qui est le film d'Alain Resnais, qui était un compère de Chris Marker de très longue date, et qui s'appelle Je t'aime, je t'aime. Vous connaissez ce film ? Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Et c'est dans Je t'aime, d'après donc un scénario de Jacques Sternberg, on a justement l'idée d'un voyage dans le temps,
Mais on n'est plus du tout dans l'imaginaire d'H.G. Wells, qui est tout à fait intéressant et sur lequel je reviendrai. Mais le propos de Sternberg et de René, c'est justement d'essayer, c'est celui qui va le plus loin peut-être, plus que Vertigo encore, dans l'idée de cette recherche de l'aimer, de celle qui est perdue dans le temps. Ce qui va se passer, par exemple, entre Juliette et Sawyer, entre autres, mais précisément avec Juliette et Sawyer, et notamment dans l'épisode La Fleur. Et dans ce film de René, c'est Claude Rich qui interprète le rôle de Claude Reader. C'est un Claude Rich de 1968, tout fin, tout maigre. Il a joué Hamlet, donc il y a vraiment cette image-là très très forte, désabusé, à tel point qu'il vient de se suicider, qu'il s'est raté. Et comme il s'est raté et qu'il voulait se suicider, des scientifiques étaient là et lui proposent de faire une expérience qui est une expérience de voyage dans le temps. Ils ont fait voyager des souris, mais ils n'ont jamais réussi à faire voyager un être humain. Donc, comme c'est un suicidé, on lui demande s'il est d'accord. Effectivement, il est tout à fait d'accord. Il n'a plus rien à cirer, et il accepte donc ce voyage. Il doit remonter 1 an en arrière, 1 minute dans le passé. Et ça, évidemment, ça ne marche pas. Plutôt, ça marche trop bien, c'est-à-dire que non seulement il va dans le passé, mais il y reste. Et il aura des conséquences, effectivement, de ce trip trop long. Pourquoi est-ce qu'il y reste? Parce qu'il veut, effectivement, retrouver la femme qu'il aime. La femme qu'il aime, mais la femme qu'il aime avec une histoire de amour-haine qui est intéressante. Et de ce film-là, il y aura une sorte de remake, un remake caché, un remake secret, où là, on est justement à la fois dans la mémoire et dans l'oubli, dans cette histoire de amour-haine, et c'est bien évidemment Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui est en fait une forme de remake secret, comme on dit aujourd'hui, donc de Je t'aime, je t'aime. Voilà, si vous voulez, des éléments, là encore, je ne voudrais pas forcément épuiser le sujet, je vais essayer qu'on garde cela en tête, mais d'abord, je voudrais montrer un extrait de film, qui n'a rien à voir avec Lost. On peut y aller. Donc c'est un film, vous allez comprendre de qui il s'agit assez rapidement. C'est le Testament d'Orphée, de Jean Cocteau, en 1959-60. Avec un jeune acteur assez célèbre à ce moment-là. Comme mon tricorne m'encombrait, je l'envoyai rejoindre cet autre temps dont il ne m'était possible de sortir que quelques minutes. Je désirais parler au professeur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien. Qui êtes-vous, son fils? Mon père était architecte et il est mort. C'est moi qui voudrais devenir un professeur célèbre. C'est pas pour tout de suite. Hein. Allons, bon. J'avais oublié mes gants. Il allait encore me falloir épouvanter ce gosse. Excusez-moi. Monsieur! Monsieur! On voit ce tournage à la Victorine, on reste dans les studios, c'est tout à fait artificiel, c'est plutôt génial à cet égard. Le Time Traveler continue, c'est Orphée, joué par Cocteau. Charmant. Ce fut ma deuxième rencontre avec un personnage dont je venais d'embrouiller le destin contre toute logique.
N'ayez pas peur, mademoiselle. Mon costume est le résultat d'un pari. Serait-ce le professeur que vous poussez dans ce fauteuil d'infirme? Oui, monsieur. Mais pouvez-vous m'expliquer? Impossible. Puis-je lui poser une question? Le professeur ne pourrait plus vous entendre ni vous répondre. Lorsqu'il était enfant, sa mère a eu peur de je ne sais quoi et l'a laissé tomber sur la tête. Il a vécu sans souffrir de cette chute. Mais un jour... Maldon. La vie du professeur ne tenait qu'à un fil. Il cassa. Je la tenais enfin, cette boîte qui devait me rendre libre. Je la caressais amoureusement. Ça n'est rien. Je vais fermer les yeux. Et je pourrais reprendre nos recherches. Voulez-vous, professeur, que je vous fasse une piqûre? Non, merci. Laissez-moi seul. J'irai mieux dans quelques minutes. C'est à cause de cette chute. On ne sait jamais ce que ces accidents stupides peuvent produire un jour. C'est probablement une toute autre chute que le bébé professeur avait dû faire, mais l'intemporel venait cependant de m'en rendre responsable. Salut, vous ne me reconnaissez pas? Il me semble. Faites un effort. N'êtes-vous pas le personnage bizarre qui m'est apparu dans ma jeunesse? Vous y êtes? J'avais 13 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Vous m'aviez fait une peur épouvantable. J'aimerais comprendre. Professeur, vous êtes sans doute la seule personne au monde capable de ne pas chercher à comprendre, et capable aussi de comprendre l'incompréhensible. J'ai voulu en savoir trop long. J'ai commis une grave imprudence. Je la paye. Je me suis égaré dans l'espace-temps. J'étais à votre recherche, non sans peine. Ce costume n'est pas un costume de théâtre. C'est le costume de la période où une dangereuse escapade m'a conduit. En quelle année sommes-nous? En 1959. Le diable. Si mes calculs sont exacts, nous devrions être en 2209. Je ne serai plus de ce monde. Le professeur Langevin. Le professeur Langevin était fort naïf, comme tous les savants. Et il n'y a eu que le 19e siècle pour croire qu'il existe des sciences exactes. Le professeur Langevin ignorait que les perspectives du temps obéissent aux mêmes lois que celles de l'espace. Il est vrai que 250 ans se sont écoulés depuis votre départ, mais votre retour les annule. Et ces 250 années-là ne nous concernent ni l'un ni l'autre. Puis-je vous demander comment vous vous y êtes pris pour voyager dans le temps? Les poètes savent pas mal de choses. Redoutables. Il m'arrive de croire qu'ils en savent plus long que nous. Professeur, il est difficile d'expliquer l'intemporel, et surtout d'y vivre. On s'embrouille. Pensez que je viens de vous voir, coup sur coup, et sans ordre chronologique, à plusieurs âges de votre vie. Je vous ai même connu très vieux, il y a quelques minutes, mon cher professeur. Votre main malade a laissé tomber cette boîte. Je l'ai prise, et je crois, en la ramassant, vous avoir et m'avoir rendu service. Voilà qui est admirable. La preuve
que vous n'êtes pas un fumiste et que je réussirai à vaincre les obstacles qui m'épuisent. Mais je devine hélas qu'il ne me sera plus possible de faire connaître ma découverte. Sans vous, elle serait dans les mains d'un infirme et morte avec moi. Je me trompe? Voilà qui est admirable. Mais dites-moi, cher monsieur, d'homme à homme, suis-je mort en votre présence? Excusez-moi, professeur, j'ai une très mauvaise mémoire de l'avenir. Voilà. Bon, je suis obligé de couper parce que l'extrait est quand même un petit peu long. Mais là, vous avez quand même, je pense que ça a dû éveiller certains types de relations, à la fois, donc, non seulement avec donc, les multiples voyages, avec le personnage de John Locke, qui va, comme Orphée, qui va devoir d'abord mourir. Hein. Et donc là, dans les secondes qui suivent cet extrait, la petite boîte contient effectivement des balles et le professeur va tirer sur le Orphée façon bataille de Fontenoy et effet classique à la Cocteau avec l'image renversée que l'on retrouve là dans énormément de moments dans le Testament d'Orphée, vraiment l'image projetée à l'envers, le trucage le plus simpliste, hein, et va réapparaître effectivement Jean Cocteau en personne, donc Orphée, et autant habillé tel que Cocteau l'était, avec ses manches non fermées, etc. Et c'est ce qui va se passer ensuite va nous renvoyer très directement à la question de la fleur, puisque quand il va retrouver ses gestes en projetant une photo déchirée que lui a donnée une gitane dans la mer Méditerranée, cette photo va se rassembler en quelque manière et ses gestes va sortir de l'eau, arrivant avec une fleur à la main. Cette fleur, il va essayer de la peindre, il n'y arrivera pas, Cocteau, enfin Orphée, et va la déchirer de rage. Et cette fleur, finalement, il va la recomposer. Et cette recomposition de la fleur sera effectivement le gage de la permanence de l'œuvre du poète et de son message. Vous allez me dire, pourquoi jouer sur les mots de la fleur? Est-ce si pertinent? Il me semble que oui. Il aurait pu bon, c'est un nom pour Sawyer, qui est déjà un faux nom d'ailleurs, c'est un nom du sud, de la Louisiane, ça peut être un nom québécois, mais enfin il s'appelle pas l'amoureux ou la liberté, il s'appelle la fleur. Et je cite Coleridge, chose assez connue, si un homme traversant le paradis en songe, si un homme traversait le paradis en songe, qu'il reçut une fleur comme preuve de son passage, et qu'à son réveil, il trouva cette fleur dans ses mains, que dire alors? Borges, quand il travaille sur le rêve, la fleur de Coleridge, trouve cette invention parfaite. Hein, parce que avec elle, on retrouve effectivement mutatis mutandis, ce que j'essaye de faire pour le cinéma, mais là on le voit dans la poésie et la littérature, c'est-à-dire qu'il retrouve selon Borges, Coleridge avec cette invention, l'universelle et antique invention des générations d'amants qui ont demandé une fleur en gage. Puis Borges enchaîne avec H.G. Wells dans le même texte. Il évoque la nouvelle The Chronic Argonauts, temporelle au sens premier de chronique ici, la nouvelle de 1887 qui deviendra The Time Machine en 1894. Et pour Borges, toujours dans cette longue histoire au long cours, Wells, je cite, continue en la réformant une tradition littéraire très ancienne dont le thème est la prévision de l'avenir. Exemple cité par Borges, Isaïe qui voit la ruine de Babylone,
et la renaissance d'Israël, Énée qui voit le destin militaire et la prospérité de Rome, la prophétesse de Leda Saemondi qui voit le retour des dieux, etc. Donc, c'est pas pour dire que tout est dans tout et que ces questions-là, effectivement, peuvent se retrouver, c'est qu'il y a effectivement non seulement des invariants, mais de manière plus intéressante, peut-être des programmes, y compris comme un programme d'écriture dans une série. Et le héros du roman de H.G. Wells, à la différence des spectateurs prophétiques, voyage effectivement dans le futur, et quand il revient épuisé, couvert de poussière et d'accablement, dit Borges dans un joli zeugme, il revient les tempes blanchies et rapporte de l'avenir une fleur fanée. Deuxième version donc de la fleur de Coleridge, et Borges ajoute, plus incroyable encore qu'une fleur céleste ou qu'une fleur de songe, est la fleur future, cette fleur contradictoire composée d'atomes qui occupe aujourd'hui d'autres places et dont l'agencement n'existe pas encore. Bien. Dernier exemple de Borges, je vous l'épargne, c'est The Sense of the Past de Henry James, où il n'y a pas de fleurs, donc je laisse tomber. Je cite quand même que James est appelé le triste et labyrinthique Henry James par Borges. Il trouve que Wells écrit mieux, de toute manière. Mais cette idée du tableau parce que finalement l'homme voyage vers le XVIIIe siècle en se projetant autour d'un tableau et finalement ce tableau c'est lui-même qui est peint, donc une sorte là encore d'apologue très borgésien, pré-borgésien écrit par Henry James nous évoquait effectivement tout cela. Tout ça pour en revenir donc et pour finir avec la fleur. Donc on arrive à et que ce nom, à mon avis, non seulement ne vient pas de nulle part, mais il vient autour de deux personnages qui me semblent intéressants. On dit souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vous les spécialistes, mais que quand je regarde sur des résumés ou sur Wikipédia, des résumés, on dit c'est un épisode qui a pour personnage principal Sawyer. Oui, mais pour moi, c'est Juliette qui est intéressante dans cet épisode. Voilà, donc là, on peut peut-être lancer la conversation aussi autour de ces questions. Juliette, c'est quelqu'un qui est là depuis le début de la 3e saison, celle qu'aime beaucoup, pas ponctuellement, qui veut la sauver à tout prix, cette saison 3 maudite, à juste titre. Et c'est quelqu'un donc qui s'appelle Burke, qui n'a pas de nom de naissance, puisque c'est son nom de femme mariée, nous en parlions, et que son mari, évidemment, avec le tropisme de rigolade philosophique des scénaristes, évidemment s'appelle Edmund Burke, et c'est ce personnage qui va avoir donc elle aussi, comme beaucoup de personnages amoureux de cette histoire, au moins 2 histoires, en tout cas l'une avec Jack et l'autre avec Sawyer, ils arrivent l'un et l'autre à sauver 3 ans d'amour. De 1974 à 1977, 3 ans d'amour dans le temps, comme on dirait chez Proust, c'est-à-dire que à partir du moment où les survivants du vol océanique 851 reviennent, 815 ou 851 815. Vous voyez à quel point je suis nul. Et c'est à partir du moment où les survivants reviennent, effectivement, on a là une sorte de fin de l'histoire qui ne peut pas s'annoncer tout de suite, mais dès le retour effectivement de Kate, les choses deviennent effectivement difficiles. Or, je trouve ce moment de cette histoire d'amour qu'ils ont vécu pendant 3 ans au sein du projet Dharma comme étant peut-être l'équivalent de toutes ces formes que nous avons évoquées, Orphée retrouvant Eurydice, Scotty recréant Madeleine, etc. Là encore, on va pas tous les décliner. Il me semble qu'il y a là, dans
après plusieurs voyages dans le temps, et au moment, c'est-à-dire qu'il a fallu arrêter le système effrayant, un peu comme on vient de le voir chez Cocteau dans le Testament d'Orphée. Il a fallu arrêter la série de ces flashs, et on s'est bloqué donc effectivement en 1974. Et là, il y a une superposition tout à fait intéressante. C'est toujours par période de 3 ans, hein, et c'est évidemment les 3 ans qu'ils ont passés à Los Angeles qui font la différence entre 1974 et 1977 dans l'autre temporalité. Le Faraday a raison, hein, ce qui a été, et donc on garde effectivement des marques temporelles très strictes qui ne sont pas simplement du scénario, qui sont réellement effectivement quelque chose de beaucoup plus métaphysique et de beaucoup plus profond. C'est du temps qui a passé, et c'est le temps de l'amour. L'idée, pour terminer, parce que sinon je serais trop long, j'en viens à la conclusion. On se rappelle pourquoi est-ce que je dis que c'est Juliette qui m'intéresse? Parce que Juliette fera se sacrifiera. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, on peut le discuter. En tout cas, on sait comment elle meurt en réactivant la bombe à hydrogène, en survivant pendant un moment, d'ailleurs, tout à fait exceptionnel. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix? Elle fait ce choix qui finalement est un choix. En tout cas, c'est comme ça qu'elle pense que Sawyer a encore des sentiments pour Kate. Elle décide d'aider Jack en espérant donc justement qu'elle ne rencontrera jamais Sawyer. Je pense que c'est comme ça c'est comme ça qu'elle le fait passer. Là encore une fois, je parle sous votre contrôle. Et donc, qu'elle ne le perdra pas. Qu'elle n'aura pas à le perdre. Et ensuite, donc, vous savez que vous connaissez l'histoire mieux que moi, on apprendra, et c'est là qu'on retrouve le genre précédent des contacts avec les vivants et les morts. Sawyer demande effectivement à Miles de savoir un peu quel était son dernier message, et on apprendra plus tard qu'il la demandera en mariage, qu'il l'aurait demandé en mariage. Là encore, je me demande si c'est du futur, du passé, du subjonctif, du conditionnel, de l'optatif, mais en tout cas, c'est comme ça effectivement que l'on voit les choses. Donc c'est la solution de Juliette, ne pas avoir à l'avoir perdu. Je vous remercie. C'est un peu périlleux quand même. Merci beaucoup Marc pour cette conférence inaugurale qui, je crois, augure bien de la suite de nos discussions. Merci pour cet aperçu du prochain ouvrage que désormais nous avons hâte de lire, puisque nous aurons envie d'approfondir ces 4 pistes que tu proposes sur des drôles de genre. Et puis merci pour cette généalogie aussi, cette filiation, enfin cette réinscription de Lost à la fois dans une poétique, dans une esthétique et dans toute une histoire du cinéma, qui, je pense, est intéressante pour beaucoup d'entre nous. Je donne tout de suite la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions sur ce que vient de nous proposer Marc Cerizuelo? Sarah? Oui. Sarah. Merci infiniment, Marc. Ça m'a beaucoup parlé, d'autant plus que l'an dernier, lors du dernier colloque Lost, on s'était intéressé à The Cabin Fever qui était, bien sûr, qui était l'épisode 3.11. Et j'avais justement étudié l'affiliation entre cet épisode Vertigo, La Jetée et 12 Monkeys. Avec la figure mais malheureusement, on n'a pas pu encore diffuser les travaux de cette journée, donc tu pouvais pas savoir. D'accord. Mais vraiment, cette généalogie, cette filiation, je pense qu'elle est bel et bien là, avec notamment les motifs du disque, de l'arbre et de l'œil, qu'on retrouve. Bien sûr. Voilà. Et je me demandais, comme filiation, si tu voyais aussi la femme au portrait, avec ces jeux de fantasmes, de rêves, d'indistinction entre rêve et réalité, de simulacre,
ou pas? C'est vraiment une question. C'est une excellente question parce que c'est un genre donc allemand en fait, le Traumfilm, et donc le film rêve, et donc en fait on s'aperçoit à la fin que ce qu'on a vu n'était qu'un rêve en gros. Donc si je le dis comme ça peut sembler déceptif, mais ça peut donner très bons résultats, comme par exemple effectivement la femme au portrait de Fetsland. J'y ai pensé. Je pense que ce sont des questions qui en fait ont été évoquées il y a assez longtemps dans l'histoire de la théorie cinématographique. Il y a un très bon livre de Marc Vernet qui s'appelle Figure de l'absence, où ces questions-là autour justement et du portrait peint et de la surimpression. Enfin donc ce sont des questions qui pour les drôles de gens pouvaient m'intéresser, mais je les ai laissées de côté. Pour Lost, a priori, je ne vois pas, mais peut-être que tu as des pistes. Non, c'était juste Shot in the Dark ou c'était non, c'est par rapport à, par exemple, ces épisodes où avec Dave, par exemple, on se demande si Hurley est en train de tout rêver, et en fait, Lost est toujours en train de faire peut-être l'anti-Trump film, c'est-à-dire nous dire toujours que ce qu'on a vu avait l'air d'un rêve, mais en fait c'est vrai. It's real. Voilà, c'est ça. C'est toujours dans l'idée que ce qui paraissait fou et irréel et illusoire était en fait vrai. Et ce que reprend un peu The Leftovers. Mais c'est intéressant parce que voilà. D'autres, oui. Oui, je veux bien aussi. Je voulais renchérir sur ce que tu disais. Par rapport à Je t'aime et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il y a non seulement je suis complètement d'accord sur la filiation des deux, mais on retrouve dans Lost quelque chose de commun à ces deux films, je trouve, assez étrangement un endroit où on s'y attend pas trop, c'est dans la saison 6, quand Widmore construit son espèce de petite machine dans lequel il fout Desmond. Et que Desmond se retrouve à ce moment-là, dans le monde des flash sideways, c'est une espèce de représentation d'une machine à voyager, mais à voyager dans le cerveau, en fait. Oui. C'est un truc bizarre, l'espèce de représentation des machines, qui sont des sortes de machines où on a l'impression que c'est fait avec du carton-pâte, quoi. La machine de Je t'aime. Ah oui, une sorte de courge de patate. Dans lequel on plonge le mec, qui s'enfonce progressivement, très bizarrement, et qu'autour 4-5 scientifiques qui regardent, qui disent qu'est-ce qui se passe, oui ça va. Et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est juste un truc qu'on le fout sur la tête, je crois, c'est ça, non? Et ça suffit comme projection. En fait, c'est une manière assez bizarre de mettre en scène ce truc-là. L'autre point, mais là c'est assez différent de la filiation avec Desmond, mais où on retrouve plus la fleur, c'est par rapport à, s'il y a une question de voyage dans le temps, aussi par rapport à les fictions de Ridis, c'est aussi des fictions peut-être liées au fait que l'amour, le plus grand amour de chaque côté est une espèce de doute permanent en fait sur sa validité. Oui. Et dans Je t'aime ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est des fictions sur des personnes qui pensent que l'autre l'aime pas ou qui au plus haut de leur amour, c'est le plus haut de la crainte ou et on a ça en tout cas dans le personnage de Juliette, puisque Juliette tout ce qui fout en l'air, tout ça, c'est le manque de foi dans l'amour de Sawyer. Tu en parleras. On en reviendra dessus, oui, tous, je crois. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment magnifique. Assez décalé par rapport aux sériologues, mais non, voilà. Pas du tout. On a le temps pour une dernière question ou une dernière remarque, si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Bien, dans ce cas, on va remercier à nouveau Marc alors pour son intervention. Merci. Donc c'est la fin de la matinée.